doesn't feel energetic enough. Good morning. Okay, that sounds more like it. You're welcome to day 2 of the 16th edition of the MEDIS Forum. And we continue with the very interesting and exciting discussions that we've been having. And this morning, we are pleased to be joined by foreign affairs ministers, former ministers of state. But most importantly, we are pleased to have amongst us His Excellency Trovoada, who is the Prime Minister of the Republic of Sao Tome and Principe. Please put your hands together for my panelists. It's not easy to always assemble high-powered, government officials to have conversations of this kind. This morning, we shall spend the next possibly 1 hour, 1 hour, 15 minutes examining a subject that is very core to this year's forum, which is the resurgence of Africa, strengthening sovereignty, security, governance, and economic resilience on the continent. As you know, there are several opportunities on the continent of Africa today, but to tap into these opportunities and make them beneficial for the people of Africa, we need strategy. We need to remain resilient in our approach to not only engaging ourselves on the continent, but engaging other actors that are outside of the continent to better position the African continent the way we want it to. And so this morning, if you find us in your midst, this is precisely the subject that we have. There will be an opportunity for you to also ask questions. And I understand there's quite a number of people that are still joining the conversation. And we hope that for the next 1.5 hours, we're able to have this very important conversation with you. I will start off perhaps by going to His Excellency Trovoada, the Prime Minister of the Republic of Sao Tome and Principe. Sir, you're welcome. We appreciate your time and commitment here. We do know you have other important engagements. But to start off this conversation with you, perhaps you can help frame our discussion today. When you hear of the theme for today, which is the resurgence of Africa, strengthening the sovereignty, security, governance, and economic resilience on the continent, you are at the helm of affairs of a very important country on the African continent today. When you hear this theme, what does it mean for you? How does it resonate for you? And what are some of the issues that we should be reflecting on? Merci et je voudrais saluer tout le monde, bonjour. Je pense que le plus important, c'est pour pouvoir peser sur la marche du monde, c'est la question économique. C'est là où nous devons nous unir et il y a toute une série d'opportunités qui se présentent à nous et nous n'en tirons pas le meilleur profit. Hier, on a eu toute une série d'interventions et je pense qu'on a bien compris que l'Afrique devait tout d'abord s'unir et que l'Afrique devait travailler ensemble, surtout dans le domaine économique. Si nous parlons des ressources minières uniquement, il est clair que 80% des minerais qui comptent dans l'industrie aujourd'hui se trouvent en Afrique. Donc les États africains, nous devons avoir des politiques communes pour peser dans ce domaine, et pas seulement dans ce domaine, sur la marche du monde et les décisions qui sont prises au niveau mondial. L'environnement est une question clé aujourd'hui. Bon, on a parlé du bassin du Congo, on a parlé de la Guinée, et nous sommes conscients que
le deuxième, si ce n'est le premier plus gros poumon de la planète, se trouve en Afrique. Une des questions que j'ai soulevées, c'est la possibilité, effectivement aujourd'hui quand on parle de finances climatiques, du marché du carbone, c'est que dans la comptabilité publique et dans le calcul du produit intérieur brut de nos pays, qu'on prenne en considération effectivement le capital nature. Nous sommes en train de, à la COP 29, nous nous sommes soulevés, nous les pays du Sud, les pays pauvres aussi, contre la faible contribution financière à la lutte contre les effets, les changements climatiques. Bon. Mais il y a plusieurs façons de travailler pour qu'on puisse effectivement lever des fonds pour lutter contre les changements climatiques. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous n'avons pas des politiques cohérentes qui visent à renforcer notre poids économique, c'est peine perdue. Donc je crois que ce qui est important, c'est prendre conscience de nos richesses, de notre potentiel, poser ensemble, je dirais, des stratégies politiques et avancer. L'autre question qui est importante aussi, c'est la démographie. Enfin, on est en train de parler souvent de migration, immigration, etc. Mais le problème n'est pas là. Le problème démographique. Dans quelques années, sur 4 personnes, une sera africaine. 25% de la population sera africaine. Ça veut dire 25% des consommateurs. 25% des produits culturels et autres seront plus ou moins liés à l'Afrique et aux descendants africains. Parce que l'Afrique, ce n'est pas seulement l'Afrique comme telle, mais l'Africain, c'est ce qu'on appelle souvent ABCD, hein, Afrique, Brésil, Caraïbes et diaspora. Et tout ça a une influence extraordinaire. Mais il faut qu'on en prenne conscience et qu'on puisse effectivement valoriser tous ces aspects-là. Donc, je dirais que on a un poids important, il faut qu'on en prenne conscience, il faut qu'on s'organise et qu'on bâtisse des politiques afin que ce poids se transforme en influence. Et c'est comme ça que je vois un peu la construction de la résilience africaine. Thank you very much for those preliminary reflections. Perhaps I may ask one quick question off the back of the comments you've just made, which I'm sure resonate with all of us here. So when you say that Africa must think collectively, when you say that we must find the strategies to get the members of the diaspora also involved in the development conversation of the continent, what, in your opinion, would be some perhaps practical, steps that we can take to realize these objectives? Bon, je crois que on peut effectivement, d'une façon très concrète, identifier les secteurs. Je vais donner un exemple sur le cobalt. 70% des réserves de cobalt mondiales aujourd'hui, c'est la RDC uniquement. Effectivement, donc si nous prenons cela en considération, il est important qu'on aide tous la RDC. Parce que la RDC est un agent qui peut être partie de la solution, mais qui peut être aussi partie des problèmes. Bon. Et on n'invente rien. C'est-à-dire que les Européens, il y a des décennies, se sont mis d'accord pour travailler sur certains produits comme l'acier. Bon. Donc, nous pouvons sectoriellement travailler ensemble
bâtir des stratégies. Le manganèse, là encore, le manganèse, c'est une matière où la plupart des réserves se partagent probablement entre l'Afrique centrale et un petit peu l'Australie. Bon. Mais où est-ce qu'on négocie le manganèse? En Afrique? Non. Une bourse africaine? Non. On le négocie à la bourse de Kazan? Non. Donc, on peut effectivement, travaillant sur des segments, arriver à bâtir des politiques communes. Donc, je vous donnerai un autre exemple sur les ressources halieutiques, sur la pêche. Moi, je viens d'une région qui est le golfe de Guinée, où nous avons 2 migrations de thon par an. Mais aucun des pays riverains, Sao Tomé et Principe, Gabon, Guinée équatoriale, Nigeria, pour ne citer que cela, n'a de politique commune sur le thon. On va chacun négocier sa quote-part avec l'Union européenne. Bon. Donc, il y a effectivement une question dont nous devons prendre conscience. Parce que on parle de souveraineté, mais si chacun estime qu'il doit être légitimé par des puissances extérieures, il n'y aura jamais de souveraineté. Il n'y aura jamais de résilience. Donc, il est important, encore une fois, qu'on prenne conscience de nos atouts, qu'on s'unisse, qu'on travaille ensemble et qu'on ne fasse pas de gros discours. Allons concrètement sur un certain nombre d'actifs, mettons-nous d'accord et allons ensemble d'une seule voix influer sur ce qui peut servir nos intérêts. Thank you very much, His Excellency Trovoada. Those are very important and also very instructive, comments and a call to duty, really. But as you were ending there, insisting on this point of common policy and working together, not working in silos, it takes me to perhaps someone that can best Perhaps this takes me to His Excellency Mr. Evariste Ngama. You happen to be with you're the Vice President for the Parliament of ECOWAS. And when you hear the reflections of His Excellency Trovoada about the need to not work as individual countries, but think collectively, how does that look like for you as an actor within a sub-regional or a regional institution? And what are your own reflections on the question at hand today? Merci. Je voudrais vous remercier d'abord pour m'avoir passé la parole. Je voudrais tout simplement signaler au passage que je suis le président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Bien, sur la question que vous venez de poser, je voudrais quand même faire revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre en ce qui concerne la souveraineté. Puisque la souveraineté étant entendue, étant compris comme le caractère suprême d'un État, et si nous devons évoquer la question de souveraineté en ce qui concerne l'Afrique, nous devons le voir au-delà des frontières, comme avait souligné hier à juste titre le Premier ministre, parce que la souveraineté dépasse la sphère nationale. C'est une question existentielle pour tout un peuple et pour le développement d'un État. Et en ce qui concerne l'Afrique, si nous devons aujourd'hui faire face aux défis
du monde, il est tout à fait important pour nous de nous mettre ensemble. La souveraineté ne veut pas dire que chaque État doit pouvoir se faire reconnaître devant les puissances extérieures, etc., en ce qui concerne l'Afrique du moins. Nous devons fonctionner dans la solidarité, dans l'union, et c'est à ce titre que nous pouvons être forts. Et d'ailleurs, l'institution qui prend à cœur cette thématique au niveau du continent, c'est l'Union africaine, qui, du point de vue de sa conception même, considère la souveraineté comme étant une avancée qualitative. Et dans le contexte actuel, si l'Afrique veut se faire respecter, si l'Afrique veut vraiment montrer aux yeux du monde sa souveraineté, cela ne peut se faire que dans un cadre collectif, pas de manière individuelle, parce que nous sommes forts quand nous sommes unis. L'Afrique regorge effectivement, comme on le sait, beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de potentialités. En termes de démographie, l'Afrique est en pleine expansion. Mais cela ne peut être utile au peuple africain si nous qui sommes des décideurs, nous qui sommes des dirigeants, nous prenons à cœur la question de la souveraineté du point de vue collectif. Parce qu'on ne peut pas faire cavalier seul. Et nous, en tant que représentants des peuples du continent ou bien de la région où nous nous trouvons, de tout temps, nous essayons, dans le cadre du rôle qui nous est dévolu en tant que législateur, en tant que Parlement, un des rôles qui nous est dévolu, c'est le rôle, bien sûr, du contrôle de l'action de l'exécutif. Nous essayons, autant que faire se peut, tout le temps, de rappeler à nos dirigeants, ou du moins de les sensibiliser sur la question d'intégration au niveau de l'Afrique. Cela pose un sérieux problème, surtout si je prends le cas de l'Afrique centrale que je connais bien. L'intégration n'est pas encore de manière significative, l'intégration n'est pas encore, ne s'est pas encore réalisée à 100%. Parce qu'il y a des résistances, des réticences de certains pays, c'est vrai, liées à des questions sécuritaires, puisqu'il s'agit bien de cela aussi dans la thématique que nous sommes en train de développer. On ne peut pas parler de souveraineté sans faire allusion à la question sécuritaire, parce qu'un État souverain, c'est un État qui est en mesure de faire face aux défis sécuritaires, et surtout que dans la plupart de nos pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, où la question du terrorisme est là, la question des conflits internes et même inter-États. Donc, nous sommes appelés à travailler à l'intégration africaine, de telle sorte que tout ce qui doit être fait dans l'intérêt de l'Afrique puisse être fait de manière collective. Voilà ce que je peux avancer pour le moment. Thank you very much for those reflections as well. And I think you point to two fundamental things at the end of that submission, that there cannot be sovereignty without some level of security that is guaranteed for the country. Perhaps I should take the reflections of His Excellency, Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré, who you come from Burkina Faso, and the question of security and cross-border collaboration for the purposes of driving the sovereignty of countries, so we can achieve the point that we have heard from His Excellency Trovoada, and we have also heard from His Excellency Ngama. How does that look like for you coming from Burkina Faso? Bien, merci. Peut-être avant de répondre à votre question, je suis sûr que vous comprendrez que je puisse rendre une dette de courtoisie au Royaume du Maroc, puisque je prends la parole pour la première fois, à qui je voudrais rendre hommage et remercier pour l'invitation qui a été faite à son Excellence le Premier ministre du Burkina Faso,
Et j'en profite pour adresser les vives salutations de son Excellence le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et lui dire toute la satisfaction que nous tirons de la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Pour revenir à la question qui a été soulevée, je passerai d'abord par le portail qui est basé sur la résurgence de l'Afrique, puisque c'est le thème qui nous réunit ce matin. Et pour nous, c'est un mot approprié, résurgence, parce que ça invoque la notion de retour, la notion de remise en surface. Mais là où je tiens à apporter une précision, c'est que ce retour ne peut être envisagé d'abord qu'avec les Africains. Je dirais même, en lieu et place de résurgence de l'Afrique, on doit plutôt parler de résurgence de l'Africain. Parce que nous sommes le continent où les clichés dévaluants de l'Africain, qui est toujours conjugué avec le chômage, les flux migratoires, tout ce qui est humiliant, fait ombrage sur l'Africain capable, l'expert, qui peut réfléchir, qui peut concevoir, qui peut évaluer. Et je pense que parler de résurgence de l'Afrique aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord parler de l'Africain. L'Africain d'aujourd'hui, l'Africain de demain. Nous sommes habitués à entendre les discours qui parlent de l'Afrique en tant que continent de l'avenir. Mais pour moi, il faut creuser pour davantage comprendre. Lorsqu'on dit que l'Afrique est le continent d'avenir, parle-t-on seulement des ressources naturelles ou parle-t-on de toutes les ressources? Si c'est la première question, je pense qu'il faut qu'elle soit corrigée. Si c'est la deuxième question, là, je pense qu'on se comprend. Parce que ce rendez-vous africain passe d'abord par la présence des Africains et c'est nous qui devons porter cela. Donc pour moi, le continent d'avenir dont on parle, c'est l'Afrique avec les Africains, pour les Africains. Et pour revenir à la question donc, qui a été posée, qui concerne la problématique sécuritaire, et qui a un lien étroit de toute façon avec ce que vous venez de mentionner tout à l'heure, je pense que la question sécuritaire au Burkina ne peut s'envisager en dehors du cadre global de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique entière et du monde. D'abord par son origine, mais aussi par la façon dont ça a évolué. Et c'est pour cela, en essayant de l'adresser, les autorités du Burkina, du Mali et du Niger ont compris que ce travail ne peut avoir de résultats durables que dans une démarche mutuelle et consensuelle. Le président du Parlement, l'honorable, a parlé tout à l'heure d'intégration, de solidarité. Je pense que c'est une illusion de penser que les carcans qui existent déjà sont suffisants pour nous permettre une intégration vraie. Parce que c'est une construction qui est partie du sommet et aujourd'hui nous essayons de travailler à trouver une certaine légitimité à cette architecture. Je pense qu'il est important qu'on puisse courageusement repartir à la source, nous nourrir de nos valeurs, de nos pratiques et construire des architectures qui correspondent aux aspirations fortes de nos populations. À mon avis, cela est sacré. Tant que nous n'allons pas placer les sondes au sein des populations pour construire des politiques publiques qui partent des besoins et des rêves de nos populations, nous serons toujours à des niveaux où nous serons amenés à recommencer. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire au Burkina Faso a connu une évolution positive majeure depuis la reprise en main de cette situation par les Burkinabés eux-mêmes. Parce que nous avons compris entre-temps que pour pouvoir s'en sortir, et comme on le dit, c'est ceux qui vivent
au sein de la même case qui savent où se trouvent les fuites d'eau et qui sont capables de les colmater. Ce qui s'est passé pendant tout ce temps, c'est que nous avons confié le colmatage de ces fuites d'eau à d'autres acteurs qui nous regardent de très loin avec des lunettes qui ont à peine la capacité de percevoir les réalités de notre relief. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une démarche endogène qui place le Burkinabé au centre, au départ, au milieu et à la fin, qui place le Sahélien au départ et qui réveille ses propres capacités et qui lui donne le pouvoir de proposer, de construire, de suivre et d'évaluer. Voilà un peu ce que je peux dire concernant la première question. Merci. Thank you very much for those reflections. And I think you've even taken the point that His Excellency Trovoada made, further around common policy. Your point now is that we cannot make the policy at a very, abstract level. We have to go back to basics and engage with the people at the grassroots so that the institutions benefit them. And that's a very important point. His Excellency Mamadou Tangara, I'm coming to you, right? Because when I hear a question or a comment like policy like that, immediately it's beginning to look like, okay, we have to think domestic. We have to think about our people first. We can't talk resurgence like His Excellency just made, just about the institutions. It has to be people-centered. My question to you will be, if we have to do that, the global and external pressures are not disappearing. How do we balance that? How do we get African countries to strengthen, their sovereignty from this very refined way that, His Excellencies have positioned the subject for us? How do we get to do that in the presence of these external pressures? Thank you very much. First and foremost, I would really want to congratulate Ibrahim and the Amadeus Institute for organizing this successful forum. I've been coming, and over the years I've been seeing also the progress. Of course, with the support of His Majesty, the King of Morocco, Mohammed VI, may the Almighty assist him. We've been having very successful forum, and we really feel at home. To answer your question, I think the theme of this year resonates very well with the Gambia. For those of you who do not know where the Gambia is in West Africa. It's the only country within a country. We are inside Senegal. I used to say, you look at my face, all the face is Senegal, and the mouth is the Gambia. Yeah. And that shows the peculiar nature of this country. And I always say that with Senegal, we represent one nation with two states. And our destinies are inextricably linked. One cannot go without the other. In fact, at the birth of independence, when we had independence, in 1967, there is this American who wrote a book called Improbable Nation, that the Gambia cannot survive as a standalone entity. The book is called Enter Gambia. And when you look at the condition in which we took independence, it was a bit scary. Though we were jumping, dancing, we were independent in 1965, just like a country like Singapore, the Maldives, and we entered the United Nations the same day with these two countries. When Singapore had independence, Lee Kuan Yew was crying, saying that they were not ready for independence, and we were dancing. And we had all the resources, far more than Singapore. And that's where we have to ask ourselves the question, what is wrong with Africa? Because we are too rich to be poor with all the resources that we have in Africa. And that brings me to your question. I think the fundamental question that we need to address is how to build a human resource base. And I'm happy that I'm sitting next to my colleague here who is Minister of Higher Education. I was myself at one point Minister of Higher Education of the Gambia. And I always say that this is one of the most important ministries you have in a developing country. We were in Korea, and all the colleagues, Africans, were praising what they call the Han River-like development.
but we can do it. What happened in Korea in the 60s, Korea was at the same level with many of African countries. Some African countries were, in fact, far ahead of Korea. They did not have natural resources, but they built their country based on their human resources. And today, some countries that were ahead of Korea today are asking aid from Korea. So we have to ask ourselves the fundamental question, what is wrong? For me, I think the worst disease that we are suffering from in Africa is ignorance. So if we want to go out of this vicious circle of development and poverty, which is not a fatality, we have to put emphasis on education. And I always like to quote Simon Bolivar when he said that in Spanish, que las naciones marchan con el mismo paso que camina su educación superior. When you look at your higher education system today, you'll know what your society will be tomorrow. In the Gambia, when we were independent, we stayed 30 years without a university. So we were highly dependent on foreign expertise. Our first Chief Justice was from Britain, and had Nigerian, Ghanaians as Chief Justice in the Gambia. I'm not against cooperation, but I think for you to develop, you have to take the driver's seat. And also see yourself through your own eyes, not wait for the validation of others to move ahead. And the Prime Minister of Sao Tome mentioned the importance of the diaspora. I always said that the much talked about African Renaissance cannot happen without the diaspora, because they've acquired skills, knowledge. And again, I will quote a Spanish thinker who said that viajar es una manera de hacernos sabios sin saberlo. We become more knowledgeable by traveling without even realizing it. So I think we have to work on a policy of brain circulation. I know many of our brothers and sisters in the diaspora are not ready to come back home. Some, of course, are ready. But let's use their potential. And if we take the example of Morocco, Morocco has been very successful in utilizing the diaspora. And the sense of patriotism of Moroccans so should be saluted. Whatever they got outside, they will bring it back home. And I think that's very fundamental, and we should learn from them. Going back, today you go to countries like ours, one of the biggest challenges we are facing is irregular migration. Because people think that to get a better life, the pastures are greener on the other side of the ocean. And we have many of our young ones dying. And when you look at the way we approach the issue, we are just looking at it from a security perspective. But it's far more than that. And many years ago, even before the crisis, Abdou Diouf, president of Senegal, was ringing the alarm bell when he said that si rien n'est fait pour fixer ces jeunes, il n'y aura aucune loi, aucun mur qui va arrêter cette vague qui va déferler sur l'Europe. And unfortunately, we found ourselves in this situation. But what are we doing? We think that by deporting people, we'll resolve the problem. You deport them. These people have become knowledgeable. They transform, they become human traffickers. And they make more money by sending people to the graveyard. So I think the fundamental question is for Africans, one, to take their destiny in their own hands, see themselves through their own eyes, knowing that no one can come and help us surpass them, and renegotiate some of these contracts, because there is no fatality. Sometimes we are the one responsible for signing contracts and orders. Let's look at them. We cannot always continue blaming the colonial masters. They did what they did, and I'll come back again to the Gambia. You know, at some point, France wanted to keep the whole of Senegambia. So they proposed to the British to give them Gabon in exchange of the Gambia. They refused, you know. And then later on they proposed Cote d'Ivoire. They still refused, because each of them wanted to get access to the Atlantic Ocean. But we are happy, we are blessed today that both countries are working hand in glove, because as I said, we know that our destinies are inextricably linked, that we have to live together. Sovereignty is yes, but African sovereignty
not sovereignty that will transform into some kind of rivalry between Africans. Not healthy competition, yes, but not rivalry. Thank you. Thank you very much for those thoughts. At a point, I thought I was sitting in a Spanish lecture, you know, with reference to but I think that speaks to the extent to which you reflect on the question and, you know, point us to the things that we need to think about. And one point you make perhaps takes me to Her Excellency Mrs. Diane Keita. So we're hearing that young people, or if you like, Africans must reflect a lot on human capital and what that means for the question of sovereignty. Perhaps I'll move that needle a little further and find out from you, you know, what your own thoughts about the subject really are. But if we can perhaps get a sense of what the role of, you know, young people, women, will look like in the narrative of economic resilience for the sovereignty of Africa. What will that look like for you, and what will be your preliminary thoughts on the subject? Merci infiniment, Monsieur le Modérateur. Permettez-moi de présenter mes salutations très déférentes à Sa Majesté, le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, et aussi remercier Mides à travers son président Ibrahim pour cette organisation magnifique, et aux autorités de la ville de Tanger pour l'accueil exceptionnel que nous avons reçu depuis notre arrivée. Merci pour la question. J'aime beaucoup notre thématique. Et si on avait une page blanche devant nous, on a une opportunité de réécrire l'histoire de l'Afrique, à commencer à partir d'aujourd'hui ou d'hier, avec les discours des différents chefs de gouvernement. On oublie le tort que le passé nous a fait et on essaie de bâtir l'avenir qui est le nôtre et pour lequel nous sommes responsables. Et surtout quand on parle des jeunes, c'est plus qu'important. On ne peut pas s'asseoir et dire chaque fois le passé, même si le passé implique et influe sur tout ce qui se passe. Je suis née bien après les indépendances et pourtant je suis grand-mère. Et ça, je crois que c'est important de le noter. Donc, la souveraineté a plusieurs composantes. La première, c'est l'autodétermination, la souveraineté politique que mes prédécesseurs ont si bien évoquée et qui est absolument essentielle. Mais il y a une autre souveraineté qui est très importante aussi, c'est la souveraineté financière. Comment peut-on vivre, et elle est liée à la résilience économique aussi, sans partenariat, sans l'aide au développement? Et la majorité des pays vivent encore avec l'aide au développement. Comment pouvons-nous dépasser ça? Et la troisième souveraineté qui me paraît la plus importante, c'est la souveraineté intellectuelle, l'éducation, les capacités de se développer, la capacité d'apprendre. Je crois que, comme cela avait été dit pour l'exemple de Singapour, c'était un bon exemple. Pour éduquer une génération, c'est 25 ans. C'est 25 ans. Donc, quand on pense aux jeunes aujourd'hui, on doit penser aux jeunes qui sont déjà en attente de travail, qui cherchent le travail, qui cherchent les opportunités. Et la première chose qu'on doit bâtir certainement dans cette Afrique résurgente, c'est la confiance. La confiance. Les beaux discours, ça ne marche pas. Ayant été des deux côtés de la chaîne, aussi bien au gouvernement qu'aux Nations Unies, je le dis en toute responsabilité, il est important qu'on donne à ceux qui sont aujourd'hui ce dont ils ont besoin, avec les moyens qui sont les nôtres. Parce qu'on ne pourra pas prendre soin d'eux s'ils n'ont pas les moyens de prendre soin d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que la sécurité est un aspect important. S'il y a une chose dont je suis très fière, qui est mise un peu en péril aujourd'hui, c'est la région de l'Ouest Afrique et sa capacité de bouger d'un pays à l'autre. Personne ne peut dire de quel pays je suis. J'ai travaillé dans presque tous ces pays et ceux dans lesquels je n'ai pas travaillé, je suis originaire de ces pays-là. Par la mère, par le père, etc., etc. Et ça, c'est un aspect important. L'autre question qui est importante, cette transhumance possible, cette migration possible dans les pays est essentielle pour les jeunes pour qu'ils puissent travailler là où ils doivent travailler. Et c'est quoi le travail? Aujourd'hui, le travail ne se limite plus seulement aux éducations classiques, mais à tout ce qui est innovateur. Bien sûr, on pense au STEM tout de suite, on pense à la politique. Mais aussi bien que les dirigeants doivent se former, les dirigeants que nous sommes, parce qu'on n'arrive pas tous avec le même bagage,
on doit aussi permettre d'utiliser l'intelligence des jeunes, même quand ils ne sont pas formés. Parce qu'en Afrique, on a deux catégories de jeunes, ceux qui sont formés et ceux qui ne le sont pas. Comment créer une classe moyenne basée sur les deux, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux catégories de jeunes pour avancer. Et ça, je crois, c'est un des grands défis de tous les gouvernements sur le continent, et pour lequel, pourtant, on a des solutions, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en Afrique. La mortalité maternelle a diminué en dépit de tout ce qui se passe en ce moment. Et lier la souveraineté, la gouvernance à la recherche du dividende démographique est extrêmement important. Si on n'investit pas dans les jeunes, on n'aura pas de quoi préparer la retraite de ceux d'aujourd'hui, et les jeunes ne pourront pas aussi investir et prétendre à devenir une classe moyenne et autres. Il y a des nouvelles disciplines aujourd'hui qui ne sont mises en utilisation que dans certaines parties du continent. Et pourtant, ces nouvelles disciplines peuvent faire la différence. Je prends un exemple très simple, la communication, la presse, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont les moyens de communiquer qui communiquent. Et si vous n'avez pas sur le continent les moyens de riposter en créant votre propre communication, l'image qui sera donnée et sera celle que quelqu'un d'autre aura créée. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas oublier. Je voudrais peut-être mentionner aussi la résilience économique. Nous avons l'économie bleue, nous avons l'économie verte, et nous avons tout le reste, qui est encore l'investissement dans l'humain, le travail pour les jeunes, la santé. Si les systèmes de santé ne sont pas renforcés, ça ne marche pas. Et pour que la gouvernance fonctionne, il faut que nous, les politiques, on voit plus loin que le mandat qui sont les nôtres, qui sont très éphémères en fait. Pour prévoir une politique de développement, il faut 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et ça, c'est la question dans la résurgence de l'Afrique que je me pose. Monsieur le Premier ministre a fait une anecdote hier qui était tellement belle, mais qui m'a fait réfléchir toute la nuit, en parlant d'un chef d'État, en disant à quoi il pense le matin en se rasant. Sur le continent, les questions de paix et de sécurité sont importantes. Il y a ceux qui se battent entre eux-mêmes sur notre continent, et je me pose la question de ces dirigeants de même pays qui ont des conflits dans leur pays, à quoi ils pensent quand ils prennent leur petit déjeuner le matin, pas quand ils se rasent. Il y a des femmes qui sont tuées, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes qui n'arrivent pas à accoucher à cause de cela, parce que les hôpitaux sont détruits. Les jeunes sont obligés de se cacher ou tenir compte de leur famille. Et ça, c'est des choses qui retardent le continent, véritablement. Et peut-être je m'arrêterai là-dessus. Je voudrais, comme on dit en bon anglais, shout out pour le Maroc. Je vais donner un exemple de bonne gouvernance et de partenariat local. Rappelez-vous, pour ceux qui savent, la crise Ebola au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Air Maroc est parti partout dans ces pays-là. Ils ne nous ont pas lâchés. Et c'est passé. Et la pandémie à Covid est arrivée. Encore Air Maroc était partout. Et vous atterrissiez à Casablanca, on vous remettait un téléphone et on vous appelait tous les matins jusqu'à vous repartir. Ils n'ont rien arrêté. Ça, c'est un exemple de coopération régionale, sans bruit et efficace. Donc, on parle de réjouissance de l'Afrique. Ça, c'est le genre de relation qu'il faut avoir en priorité en pensant à la jeunesse d'aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter là. Merci. So that's very good. It means you are with us. You're following the discussions keenly, right? So a lot to chew on there, Her Excellency Diane Keita. But two things you refer to, from the beginning of your submission there. We need financial sovereignty. You equally talked about intellectual sovereignty. And if I combine what you said there with the questions that His Excellency Tangara had asked us, right, about, what the identity of, Africa itself is going to be. And he rightly put you, His Excellency Nabil Muhammad Ahmed, on the spot and said you are at the forefront of, higher education, skill development. And a lot of that has been said in the last, 2 or 3 presentations. I didn't put you there, they did. So they clearly have put questions to you. When you think of the resilience of Africa and these subjects and themes that have come up, what does that look like for you?
Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord inviter le ministre pour qu'il défende auprès du ministre du Budget de Djibouti et lui expliquer le plaidoyer qu'il a fait pour que nous puissions avoir le budget suffisant pour aller de l'avant. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que ce qui a été dit me rappelle quelque chose de très important. C'est si l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Donc l'investissement dans l'éducation, la recherche, l'enseignement supérieur est quelque chose de primordial. Laissez-moi juste ouvrir une parenthèse par rapport à ce qui a été dit hier par les présidents de la République et les premiers ministres avant de répondre à votre question. Parce que c'est très important. 54 pays, 1,5 milliard d'habitants. C'est plus que la Chine, c'est plus que l'Inde, c'est plus que les États-Unis et l'Europe réunis. Vous vous rendez compte de la puissance et la force si ces 54 pays avaient la même voix en matière de développement, en matière de sécurité, en matière d'éducation. Former les générations futures est quelque chose de primordial et je pense que tous les gouvernements africains en sont conscients aujourd'hui. Maintenant, quel modèle utiliser? C'est la grande question qui se pose. Et je pense que souvent, est-il important pour un doctorant djiboutien, marocain, d'apprendre la virgule ou la phrase littéraire d'un tel poète ou un autre, ou bien réfléchir également à nos traditions, à l'histoire de ceux qui ont fait l'Afrique. Et malheureusement, nous n'avons pas ça. Ce sont nos références. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la science et la technologie. Un pays ne peut pas se développer aujourd'hui s'il ne développe pas la science et la technologie, et de façon décomplexée. Je vais juste vous donner un exemple. Djibouti est un petit pays, mais qui a une grande ambition. On se dit, tous ces jeunes que nous avons, pourquoi ne pas leur donner un projet qui permette à tous les Djiboutiens de rêver? Et on s'est dit, pourquoi Djibouti ne lancerait pas un satellite? Mais à une condition, ne pas le faire fabriquer, mais le faire fabriquer par nos propres étudiants et techniciens. Donc nous avons réussi le premier satellite, qui a été lancé l'année dernière. Il y a un deuxième, je vous invite à le suivre le 21 décembre, et nous sommes en train de préparer un troisième. Cet exemple, je le donne pour dire que l'Afrique doit travailler de façon décomplexée. Tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères du Burkina a parlé qu'il faut qu'on travaille sur les hommes avant de parler du continent, parce que c'est eux qui vont faire l'avenir du continent. Travailler de façon décomplexée, déchaîner ces chaînes qui disent que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose qui fait rêver. Vous savez, souvent les gens croient que l'histoire de l'Afrique a commencé avec le début de l'esclavagisme, avec le colonialisme, mais l'histoire des Africains a commencé bien avant. Et nous avons des leçons à donner. Maintenant, il y a de nouvelles ambitions. Si nous sommes capables de former des gens qui sont eux-mêmes capables de faire des plaidoyers de l'Afrique, de défendre les intérêts de l'Afrique, pourquoi un Africain qui se retrouve des fois dans des institutions occidentales de très haut niveau finit par être chef de département, directeur, capable de fabriquer une voiture pour la NASA qui a envoyé dans la planète Mars. Donc aujourd'hui, il y a des capacités en Afrique. Ces capacités, il faut les développer et je crois que nous avons des pays qui sont champions à ce titre. Et sans chercher à flatter le Maroc qui nous a invités, je remercie pour cette invitation, je pense que le Maroc a commencé à donner le tempo et beaucoup de pays aujourd'hui suivent ces tempos. L'enseignement supérieur, la recherche, l'éducation sont les éléments clés d'une réussite, d'un développement durable. Dernier élément, la recherche. On parlait tout à l'heure, il faut qu'on optimise nos moyens. Certes, nous avons différents, je disais tout à l'heure, 54 pays, divers degrés de développement. Comment mettre en commun les outils que nous avons? Nous avons créé ce qu'on appelle une alliance doctorale, c'est unique en Afrique. Cette alliance doctorale, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux doctorants de la région Est-Afrique. À l'heure actuelle, on a la Tanzanie,
l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti bien sûr, le Kenya. Nous souhaitons également intégrer le Rwanda qui n'est pas loin. Dans cette alliance doctorale, c'est donner l'opportunité à des chercheurs en master, en doctorat et en post-doctorat de travailler sur les changements climatiques pour que nous ayons nos propres données, pour que ces étudiants puissent passer d'un laboratoire à un autre et utiliser les équipements qu'un pays n'a pas, qu'il pourrait utiliser dans un autre pays. Et cette alliance doctorale, elle travaille sur quoi? Elle travaille sur des zones d'adaptation prioritaire et d'innovation. C'est-à-dire que dans chaque pays, on va chercher quelles sont les zones critiques et quelles sont les zones où il est possible d'innover. Mais que ce soit les Africains qui innovent sur leur propre zone d'adaptation. Les changements climatiques doivent être vus par les Africains comme une opportunité et non pas comme un défi permanent qui fait les journaux, famine, sécheresse, etc. etc. Aujourd'hui, il y a une réelle opportunité et cette opportunité, elle se trouve dans le domaine énergétique. Beaucoup de pays africains l'ont déjà montré, mais également dans d'autres domaines. Donc, encore une fois, financer la recherche, financer l'enseignement supérieur, travailler sur notre culture, avoir des orientations claires en matière de changement climatique, si c'est celui-là qui nous intéresse, mais également réfléchir à ce qui serait le mieux pour nous. Et je vais clôturer sur cette phrase. Je voudrais que chaque Africain, et je vous passe tous le message dans cette salle, il est de notre devoir d'échanger, de changer quand il le faut, mais sans se dénaturer. L'Afrique est unique, l'Afrique doit, dans sa diversité, montrer le chemin, et c'est en défendant des priorités, en défendant des intérêts communs que nous pouvons aspirer à demain être les leaders en Afrique et dans le monde. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a Chine-Afrique, Inde-Afrique, Turquie-Afrique. Mais je pense qu'Amadeus a déjà donné le tempo. Afrique-Afrique, c'est très très important. Je vous remercie. Excellent remarks there. Her Excellency, Mrs. Valentine Ugobiza. So invest in science and technology, invest in research, PhD Alliance, you know, they're thinking about bringing you in Rwanda on board. You also happen to be working with, you know, MINUSCA in CAR. You've been involved in issues and questions of trade in the past. When you hear these comments, how do they sit with you within the context of the need for Africa to find its pathway around resilience and, if I should borrow the words of our last speaker, not lose our identity, because it's something that I think you in the East of Africa as well have been able to do something pretty excellent on. Je vous remercie et je voudrais d'abord à l'entame remercier profondément Brahim Fassefiri pour cette invitation et véritablement la manière dont MEDES a évolué au courant des années. J'ai encore une mémoire très vivide de ma première participation à la première édition en 2008 et clairement cette persistance mais aussi cette valeur ajoutée qui a continué au cours des années, bravo. Bravo, vous représentez aujourd'hui et vous nous offrez à tous le rendez-vous essentiel. C'est certainement l'un des rendez-vous auxquels je suis très attachée chaque année, quelles que puissent être les autres obligations. Donc bravo, bravo Brahim. Sur cette question, je dois dire d'abord un petit peu en caveat qu'aujourd'hui je ne représente aucune souveraineté sur ce plateau, aucune souveraineté nationale, aucune souveraineté régionale, mais plutôt je représente aujourd'hui, avec tout le passé dont vous avez parlé, aujourd'hui je suis à la tête d'une mission multidimensionnelle de paix. L'une des plus larges missions de paix dans le monde, l'une des 3 plus larges missions de paix dans le monde. Cette mission exerce dans le pays de l'honorable Évariste Ngamana. Et donc, clairement,
nous avons une approche de coopération très très étroite. Les questions de souveraineté, et je pense ayant véritablement entendu toutes les interventions, tous les aspects ont été touchés. Il est clair que la souveraineté sur le continent africain aujourd'hui et dans les pays ne peut pas s'aborder de manière nationale uniquement. Mais il est clair aussi qu'elle doit s'aborder de manière nationale. Au niveau de la nation, aujourd'hui, ce que la mission de la MINUSCA consiste à soutenir le gouvernement centrafricain, à accroître sa souveraineté tant sécuritaire que dans d'autres dimensions sur toute l'étendue de son territoire. Parce qu'il n'est pas possible non plus d'ignorer que comme héritage des territoires africains morcelés, il y a énormément de parties de territoires africains où dans la réalité aujourd'hui, il n'existe aucune présence effective, autorité effective d'un État souverain. Et suite à plusieurs conflits, eh bien, ces espaces sont devenus en réalité des espaces qui ont été pris en otage par des groupes avec des intérêts tout à fait différents, mais qui ont été pris en otage par des groupes qui ne sont redevables à aucune souveraineté. Et aujourd'hui, notre rôle est d'appuyer cette souveraineté, ces efforts de souveraineté, sur le niveau politique, mais également dans la dimension sécuritaire, et pour pouvoir créer un environnement qui permet enfin à la souveraineté économique de commencer à prendre place, de commencer à prendre ses racines. La question sur laquelle vous avez insisté, et il est vrai que quand je suis venu la première fois à Médez, à l'époque, je représentais plutôt une organisation économique et je représentais plutôt le continent dans une organisation économique. Je n'étais pas dans le secteur sécuritaire et politique dans lequel je suis. Donc se rendre compte aussi que toutes ces dimensions sont liées. S'il y a une chose que je retiens de tout ce que j'ai entendu, il est clair que oui, le continent africain a des ressources et des ressources essentielles. Mais la ressource la plus inexploitée et la plus inexplorée du continent africain reste la ressource humaine. Elle reste la ressource humaine. Oui, il y a des ressources minérales, oui, il y a des ressources de terre, mais la ressource humaine, c'est à la fois une combinaison de toutes les réserves d'or, de diamants, de coltan, et c'est bien au-delà de tout cela. La ressource humaine, oui, va prendre du temps et va prendre des investissements. Cependant, c'est une ressource qui permet de se projeter dans la durée. Et s'il y a une manière de pouvoir affirmer ces souverainetés aujourd'hui, je dirais que c'est véritablement sur cet aspect que les pays africains ont besoin non seulement d'investir, non pas en tant que leur responsabilité, mais en tant que leur devoir suprême. Se rendre compte que le véritable devoir de tout dirigeant, que ce soit un dirigeant au niveau national, que ce soit un dirigeant au niveau régional, que la première priorité et le premier devoir, c'est de développer ces ressources humaines. Revenons un petit peu plus à ce que je fais aujourd'hui et ce qui est notre rôle. Ce qui est notre rôle de manière très concrète, eh bien, souvent plusieurs se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement inhérente entre une institution qui va avoir autant un mandat finalement multidimensionnel aussi ambitieux qui intervient dans les secteurs politiques, qui intervient dans le secteur sécuritaire, qui intervient dans la dimension également de création d'un espace qui permet aux élections de pouvoir avoir lieu et d'autres expressions de la souveraineté. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cela et la souveraineté? Bien au contraire. En réalité, c'est d'abord une opération de paix ne peut être présente dans un pays que par un acte de souveraineté de ce pays.
parce que l'un des principes clés, c'est le consentement du pays. Il n'est pas possible qu'une opération de paix, aussi large soit-elle, aussi large que la MINUSCA, puisse exercer dans un pays qu'est la Centrafrique sans qu'il y ait le consentement de la Centrafrique. Dans le cas de la Centrafrique, c'est allé bien au-delà. Cela a été la demande de la Centrafrique. Mais aussi se rendre compte quel est le plus grand danger et le plus grand risque à toutes les souverainetés. Ce sont les conflits, ce sont les différents conflits internes. Les conflits internes, et cela sera mon deuxième message, il faut avoir le courage d'investir à résoudre ces conflits internes. Avoir le courage politique d'investir dans la résolution de ces conflits internes. Je viens de mon origine même d'un pays qui a failli être anéanti, qui n'existerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un immense courage politique à décider d'aller vers une unité nationale. L'unité nationale n'est pas un moindre défi quand il y a eu une quasi-extermination d'une partie de la population. Mais il ne faut pas attendre d'arriver à de tels extrêmes de conflit. Il faut pouvoir investir de manière à s'assurer que véritablement rester alerte et résoudre les conflits au moment où ils n'ont pas encore fait un certain nombre, ils n'ont pas créé un coût humain, et je reviens sur la relation du coût, sur l'élément du coût humain, ils n'ont pas créé un coût humain qui en réalité représentera de fait un retard dans le développement du pays. Un troisième élément que je voudrais aborder ici, c'est finalement la question de l'intégration régionale. Et là encore, il est heureux que l'honorable Ngamana soit ici, parce qu'il a également cette responsabilité régionale. Eh bien, il faut que nous puissions être, les États africains puissent être la garantie de la sécurité de leurs voisins. Il faut qu'il y ait une véritable intégration qui permette et avoir l'assurance que les défis d'insécurité ne viendront pas de son voisin. Et de ce point de vue, il est absolument essentiel donc qu'il y ait une coopération régionale qui soit effective et qu'il puisse y avoir des garanties que ces espaces de frontières qui sont aujourd'hui devenus, dans la plupart des pays africains, des espaces d'insécurité, que ces espaces de frontières, finalement, puissent redevenir ce qu'ils étaient à l'origine, des espaces de rencontre, des passerelles, simplement, plutôt que des espaces d'insécurité. Je vous remercie. Thank you very much for those reflections. And I know we are out of time. We shall be wrapping up the panel in the next few minutes. But let me take your thoughts, because I think the point that Her Excellency just made is that we cannot have any dimension of sovereignty if security is not guaranteed. So I guess His Excellency Mohammed Tekaya, when you hear that, what does that mean for you within the context of the conversations we're having today? What does that mean for you? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to take this opportunity to extend the gratitude of the OIC, the Organization of Islamic Cooperation's General Secretariat, to His Excellency Ibrahim Fassi Fehri for the invitation extended to the General Secretariat to participate in this important event under the high patronage of His Majesty Muhammad VI, may Allah assist him. I would like also to take this opportunity to pay tribute on behalf of the OIC General Secretariat for the commitment of the Kingdom of Morocco to the OIC, to Islamic causes, and also to African causes. It is to be recalled that it was in Rabat, Morocco, that the Organization of Islamic Cooperation was established. It was in September 1969. It was then called the Organization of
the Islamic Conference. Today, the Organization of Islamic Cooperation is composed of 57 member states, and 27 of those member states are African countries. The majority of member states of ECOWAS, of CINSAD, for instance, are members of the OIC. So the OIC is really committed to African causes, and African issues are on top of the agenda of the OIC. The current chair of the Islamic Conference is an African state. It is the Gambia. And we are honored by the presence of His Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Gambia with us. And he knows very well how important African issues have been discussed during the summit and during the meetings of the Foreign Ministers' Council. Another African state is also chairing the Council of Foreign Ministers. It is Cameroon. And the last meeting of the Council of Foreign Ministers, which took place in August, highlighted the need to prioritize the development of Africa. The summit, the Islamic Summit, has also insisted on the need to support African efforts to strengthen peace, stability, and development. And security is very important. I think without security, you cannot have development, you cannot have stability. And the OIC is working very hard with its partners, with member states, in order to contribute to the efforts that are needed to assist the countries that are in need to overcome the challenges, the multiple challenges that they are facing. And I take the example of, for instance, the region, the Sahel and the Lake Chad region, which are facing intertwined political, security, humanitarian, environmental challenges, and they need all the support possible. And I would like again to thank the Gambia for the attention that it is paying to implement the outcomes of the Islamic Summit. Peace and security is very important, and the chair of the summit is really committed to that end. Thank you. Thank you very much. I think we can do better for the panelists. Unfortunately, I'm unable to take questions as I did promise. We understand that some of our very high-powered guests have other emergencies to get to, so we may not be able to take questions for today. But I think that in the last, 1 hour, we've been able to at least give you some assurance of what it is that Africa needs to reflect on when it starts thinking about sovereignty and its resilience, and how we can forge ahead together as a continent. Please, once again, let's appreciate His Excellency Trovoada for having spent his time with us. He's one of those that need to leave. Please put your hands together for them. And we shall be bringing the panel to a close. So once again to say thank you. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you very much, sir. Thank you so much. So I understand we have to take